Aujourd'hui, nous allons parler de l'annonce officielle de la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris. Une candidature qui n'est pas anodine. Elle incarne une volonté de rupture, une réponse à des décennies de gestion contestée et un projet clair pour redonner à Paris sa grandeur, sa sécurité et sa liberté. Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête et figure montante de la droite nationale, a choisi de se lancer dans cette bataille avec un programme ambitieux. 10 milliards d'économies, une division par deux des effectifs municipaux, une baisse massive des impôts et une vision de la ville axée sur l'ordre, la propreté et la responsabilité. Son annonce faite sur TF1 a marqué les esprits, mais au-delà des promesses, que représente vraiment cette candidature ? Pourquoi suscite-t-elle autant d'espoir chez certains et autant de rejet chez d'autres ? Contrairement à d'autres, Sarah Knafo ne cherche pas à édulcorer son discours. Elle assume son appartenance à la droite nationale, son attachement à la souveraineté et son refus de la bien-pensance. Elle ne cache pas non plus son ambition, faire de Paris un laboratoire de ce que peut accomplir une droite déterminée une fois au pouvoir. Pourquoi cette candidature fait-elle peur ? Parce qu'elle remet en cause l'ordre établi. Parce qu'elle propose une alternative crédible à des décennies de gestion socialiste qui ont conduit Paris à l'endettement, à l'insécurité et à une perte de son identité. Et parce qu'elle pourrait, si les Parisiens lui font confiance, changer le visage de la capitale pour les années à venir. Et ce crédite Sarah Knafo de 7% des intentions de vote au premier tour. Un score modeste, mais qui pourrait s'avérer décisif dans une élection aussi serrée. Sarah Knafo mise sur les arrondissements traditionnellement de droite, le 16e, le 8e, le 17e, où son discours sur la sécurité, la propreté et la baisse des impôts trouve un écho particulier. Elle séduit aussi une partie des électeurs déçus par la gestion d'Anne Hidalgo et qui recherchent une alternative crédible à la gauche comme à la droite classique. Contrairement à ce que certains médias laissent entendre, Sarah Knafo ne ferme pas la porte à des alliances. Elle affirme que son objectif reste de faire gagner la droite, une position pragmatique qui pourrait jouer en sa faveur au second tour. Les sondages ne sont pas une science exacte. Sarah Knafo pourrait créer la surprise, surtout si elle parvient à mobiliser un électorat jusqu'ici abstentionniste ou tenté par le vote protestataire. Oui, personne ne l'imagine, évidemment. C'est Roquette Alizé, maire de Paris, et Bruno également, mais c'est vrai qu'elle peut avoir une certaine influence, en tout cas, sur ces élections. Elle est créditée autour de 7% dans un dernier sondage publié par nos confrères du Parisien, sondage Ipsos pour le Parisien. C'est autant quand même que Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national pour la mairie de Paris. On a d'ailleurs remis ces chiffres, 32% d'intention de vote pour Emmanuel Grégoire, 27% pour Rachida Dati, 14% pour le candidat du bloc central, Renaissance, Modem, Pierre-Yves Bournazel, Sophia Chikirou de la France Insoumise, 13%, et puis voilà, donc Thierry Mariani, 7%, et Sarah Knafo, 7%. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit. Elle dit finalement que elle fera tout pour ne pas que la gauche renouvelle son mandat à la mairie de Paris. Elle l'a dit de façon très explicite. Je ne serai jamais là pour faire perdre la droite. Il faut enfin que la gauche, après 24 ans de socialisme, perde la ville de Paris. Alors, force est de constater qu'elle pourrait quand même mettre quelques bâtons dans les roues, en tout cas dans la candidature de Rachida Dati. Dès l'annonce de sa candidature, Sarah Knafo a été la cible d'une vidéo polémique diffusée par l'Humanité. Une vidéo caricaturale, agressive et profondément malhonnête intellectuellement. La gauche et une partie des médias n'ont pas attendu pour tenter de discréditer Sarah Knafo. La vidéo de l'Humanité en est un exemple frappant. Plutôt que de débattre sur le fond, on préfère la ridiculiser, la présenter comme une menace, une extrémiste. Pourtant, ses propositions, sécurité, baisse des impôts, rigueur budgétaire, sont celles d'une droite responsable, pas d'une révolutionnaire. Si Sarah Knafo était une candidate sans envergure, on ne perdrait pas autant de temps à l'attaquer. Le fait qu'elle soit ainsi ciblée prouve une chose, elle incarne une menace réelle pour le système en place. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent voir Paris changer. Cette polémique doit nous rappeler une chose, cette élection n'est pas un débat d'idées, mais un combat. Un combat entre ceux qui veulent perpétuer un modèle à bout de souffle et ceux qui veulent redonner à Paris sa fierté, sa sécurité et sa prospérité. Il y a beaucoup d'immigrés en France. C'est vrai qu'il y en a énormément. Alors comme peut-être on a nettoyé la Seine pour les JO, C'est vrai. peut-être on pourrait mettre tous les Arabes dedans. Mais quelle drôle d'idée, c'est génial. C'est comme Maurice Papon. En 1961, il était préfet de police à Paris. Mais comment tu sais tant de choses, t'as quel âge? J'ai 3 ans et demi. 3 ans et demi, mais t'as un puits de culture. Parce que je vais au Puy du Fou avec papa. Moi aussi j'y vais avec mon petit Eric. J'ai fait un dessin, Madame Knacky. Mais qu'est-ce que c'est beau, tu l'as fait tout seul. C'est mon papa. Il a une moustache. Oui, Oh, mais c'est tellement beau. Ça manque des petits rouges quand même. parce que papa il aime pas le rouge. Et pourtant ça te va extrêmement bien. Ok, je pense que c'est la bonne. Il y a Sarah Knafo ne se contente pas de critiquer, elle propose. Et son programme, détaillé sur son site et dans ses interventions, mérite qu'on s'y attarde.
Elle veut pour Paris la même chose que pour la France. La sécurité en priorité absolue, doublement des effectifs de police municipale et armement des agents pour faire face à la montée de l'insécurité, une gestion budgétaire responsable, 10 milliards d'économies en 10 ans, notamment via une réduction drastique des effectifs municipaux, un Paris plus libre et plus prospère, fin de l'encadrement des loyers pour redonner du pouvoir aux propriétaires et relancer le marché immobilier, vente d'une partie du parc social à ses occupants à des prix inférieurs au marché pour favoriser l'accession à la propriété, abaissement des frais de notaire et facilitation de l'accès à la propriété pour les classes moyennes, une démocratie locale renforcée, au moins 2 référendums par an pour que les Parisiens puissent directement influencer les décisions qui les concernent. Contrairement à ce que ses détracteurs prétendent, le programme de Sarah Knafo n'est pas un catalogue de promesses en l'air, c'est un plan précis, chiffré et réalisable. Un plan qui s'inspire de ce qui a marché ailleurs et qui s'appuie sur une vision claire. Paris doit revenir une ville où il fait bon vivre, travailler et élever ses enfants. J'adore de Bukele, je regarde Singapour, je regarde Hong Kong, bref, je regarde les modèles. Et ma passion, c'est de voir ce qui peut marcher, ce qui a déjà marché dans l'histoire, ce qui marche ailleurs, dans le monde. Il n'y a pas une nation au monde qui a les mêmes intérêts sur tous les sujets. Prenez même l'Allemagne, qui est un allié, le fameux couple franco-allemand. On a des intérêts divergents, par exemple, sur le nucléaire. On ne se parle pas comme ça entre Allemands et Français. On ne se parle pas comme les Américains nous parlent en ce moment. Ah, vous avez raison que les Américains, ça fait bien longtemps. Qu'est-ce que j'ai dit quand Trump a gagné l'année dernière? J'ai dit il va y avoir un mérite à cette victoire, c'est qu'on va enfin voir de quoi l'Amérique est capable, parce que Trump, c'est l'Amérique éternelle, mais à visage découvert. C'est-à-dire qu'il nous fait ce que les Américains nous ont toujours fait, et on n'avait jamais entendu personne. Quand M. Pierucci, un cadre de notre industrie, a été enfermé dans les geôles américaines. C'était sous Barack Obama. Moi, j'ai pas beaucoup entendu François Hollande à l'époque dire que les États-Unis n'étaient pas notre allié. Quand on nous a fait rompre des contrats, notamment de sous-marins avec l'Australie, pareil, j'ai pas beaucoup entendu la classe politique. Où était Emmanuel Macron à ce moment-là? Donc, ce que nous montre Trump, c'est que oui, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les autres puissances. Et que oui, il faut se défendre. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le Groenland. Mais c'est un allié. Quand on défend le Groenland, et on a raison de le faire, c'est un territoire qui appartient à une nation européenne. Pourquoi est-ce qu'on ne défend pas avec la même vigueur la Nouvelle-Calédonie? Emmanuel Macron a raison de dire qu'un territoire européen ne peut pas être envahi. C'est absolument logique. Vous m'imaginez vous dire oui à une invasion? Vous m'imaginez vous dire ça? C'est absolument logique. Ce que je dis, c'est que nous avons des intérêts divergents et que notre intérêt, c'est de nous défendre en toutes circonstances. On a un devoir de puissance. Je dis pas bravo Emmanuel Macron quand il a mis 8 ans à se réveiller pour dire qu'il fallait faire un effort dans la défense. Je lui dis pas bravo pour ça. Il a toujours mis 8 ans à défendu le une faire. souveraineté européenne. C'est faux. C'est faux. Lors de son premier mandat, vous vous rappelez quand Pierre de Villiers a démissionné? Pourquoi il avait démissionné? On l'a pas écouté. Exactement. Parce qu'Emmanuel Macron baissait le budget de la défense. Est-ce que c'est ça être visionnaire? Je crois pas. Avec l'élection de Trump, on va se rendre compte que la France doit être le leader militaire du continent européen. Regardez les Danois. Ils se défendent aujourd'hui avec vigueur et ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à acheter des avions de chasse américains pendant tant d'années? Ils se sont mis dans la main des États-Unis. Donc il faut plus d'Europe? Pour changer. Donc il faut plus de France dans l'Europe. Il faut que la France soit au service de la protection du continent. C'est exactement ce que voulait faire le général de Gaulle. Je m'inscris exactement dans cette philosophie. Il disait, grâce à la défense française, grâce au fait que la France soit le seul leader nucléaire du continent, grâce à une armée magnifique qu'on a aujourd'hui, et on a la chance de l'avoir, grâce à une industrie de défense exceptionnelle. On a toutes les cartes en main pour devenir le leader militaire du continent. Vous êtes candidate à la mairie de Paris. Parlons-en. J'ai regardé votre programme. C'est retour vers le passé. Ah, c'est tout le contraire. Le périph' à 80, de nouveau. Les voies sur berge pour les voitures. Avec vous, on va revenir au Paris de Georges Pompidou. Voilà. Dire que c'est un retour vers le passé, c'est ne pas l'avoir lu. La première page dit « Je veux projeter Paris dans le Paris de 2050 ». Ce que je veux dans mon programme, c'est réussir à faire ce lien entre le Paris éternel qu'on aime tous, le Paris magnifique, avec ce mobilier urbain magnifique qui a rendu Paris iconique, avec le fait d'imposer que les nouvelles constructions respectent l'harmonie, l'identité de Paris, l'identité esthétique de Paris. Il fallait pas construire la tour Triangle alors. Exactement, oui, merci de le dire. Avec cette promenade magnifique, je respecte plus que personne l'esthétique parisienne. Ensuite, que faut-il faire? Il faut projeter Paris vers 2050. C'est pas seulement le Paris éternel, c'est aussi un Paris moderne qui sait utiliser l'intelligence artificielle, et merci de le dire, pour mettre la technologie au service des citoyens. Quand la technologie peut apporter plus de sécurité tout en respectant les libertés, il faut utiliser la technologie. Quand la technologie peut nous permettre de fluidifier la circulation, notamment en dotant tous les feux tricolores de la capitale de capteurs intelligence artificielle qui sont à même de déclencher que le feu devienne vert, parce que c'est insensé quand vous êtes une voiture, vous êtes bloqué au feu rouge alors que vous voyez une rue vide devant vous. À l'inverse, un feu qui peut rester rouge parce qu'il sait que si vous avancez, ça va engorger les carrefours d'à côté,
Tout ça, ce sont des choses basiques. C'est déjà en expérimentation Mais dans d'autres expliquez-nous communes. l'histoire de la promenade que Abel Alors, Olive l'histoire de la promenade, veut j'en faire. viens. Donc, aujourd'hui, vous avez les voies sur berge qui ont été fermées par Madame Hidalgo. C'est une Pour des la petite mesures histoire, fortes d'Anne C'est une des Hidalgo. mesures fortes de Madame Hidalgo. Je vais revenir à la manière dont elle a Et pris cette Bertrand décision Delanoë. parce que c'est passionnant. On m'a raconté, quelqu'un de très proche d'elle à son cabinet me racontait que lorsqu'elle prend cette décision, Une taupe. elle se demande, il n'est plus à ses côtés et elle Dans ne se Paris, représente ils pas. peuvent, hein. Il y a des trous Donc partout. cette personne me raconte que quand Madame Hidalgo prend cette décision, elle se dit, quel symbole est-ce que je peux prendre, pardonnez-moi de la vulgarité, pour emmerder la droite? Et elle se dit, quel meilleur symbole que de fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou. Donc elle le fait pour des raisons exclusivement politiques. C'est pas un climatologue qui lui dit attention, il faut fermer les voies sur berge. Elle se dit je vais en faire un symbole. C'est comme lorsque la mairie préempte pour faire un logement social place des Vosges à 40 000 € du mètre carré. C'est un symbole. Il faut bien comprendre comment ils prennent leurs décisions. Après, c'était Ce aussi qui une me façon paraît- de rendre les voies sur berge aux piétons. Je vais y venir. Bon, Je vais y elles venir. n'ont jamais été Vous avez des quais de historiquement, Seine mais qui bon. sont déjà partout aux piétons, voilà. partout dans Paris, et j'adore, je suis une grande promeneuse dans Paris, j'adore me promener là-bas, y compris sur les voies sur berge. Je vais y revenir. Donc elle prend cette décision, pardonnez-moi l'expression, pour faire un symbole bourrin de gauche. Et ensuite, vous avez la droite qui pendant des années s'y oppose, et puis soudain qui se dit bon, maintenant nous on veut pas être bourrin à revenir sur la décision, donc on le fera pas. Et donc vous avez toujours pour la droite cette timidité avec une forme d'effet cliquet où quand la gauche fait quelque chose, ça devient banal et la droite n'ose plus y revenir. Moi j'ose. Moi, je dis non, il faut revenir sur ça. Il faut rouvrir les voies sur berge. Parce que le fait de les avoir fermées a engorgé toute la capitale. Du Ça coup, vous gêne fermez en haut, énormément. en revanche. Alors maintenant, ce que je fais, Les- c'est que puisque je quais vous hauts, dis, comme on dit. j'adore me promener dans cet endroit, c'est magnifique, on voit tous les monuments de Paris, je comprends que les piétons et les cyclistes aiment cet axe. Alors qu'est-ce que je propose? De rouvrir à la circulation la voie basse et de construire au-dessus. Ce qui sera à C'est mes vrai yeux qu'on manquait de une travaux. promenade magnifique. Alors justement, ce sont les seuls que je propose sur le mandat. Et je précise, comme je l'ai dit à chaque fois, que pour tout travaux qui dépassera les 10 millions d'euros, donc pour tout projet sur la voirie, je solliciterai un référendum. Parce que ça suffit de prendre des décisions sans les Parisiens. Donc ce projet, moi, je l'ai construit, je le propose, je l'ai travaillé avec des ingénieurs en travaux publics, avec des architectes, je le propose, j'ai montré par intelligence artificielle pour que les gens visualisent ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, je les invite à aller voir sarahpourparis.fr. Ouais, j'ai vu. Et ensuite, ce sont les Parisiens qui trancheront. Donc si j'arrive à convaincre sur ce projet, tant mieux. Je trouve que ce serait bien mieux, et pour les automobilistes, et pour les piétons, et pour les cyclistes, et pour les personnes handicapées, qui auront enfin une promenade facilement accessible, et pour les familles avec des poussettes, évidemment pour les riverains. Beaucoup moins de bruit, ce sera sur le quai bas plutôt que sous leurs fenêtres, moins de pollution, parce que peut-être que vous le savez, qu'il y a beaucoup plus de pollution quand les voitures sont à l'arrêt. Paris, c'est le premier désert médical. Donc c'est un vrai problème. On pense toujours à la Creuse, à la Lozère, etc. Mais en fait, le premier désert médical de France, c'est Paris. Comment on fait pour empêcher ça? Vous avez entièrement raison. Donc, ce que je propose dans mon programme sur la santé, je dirais 2 mesures principales jusqu'à ce que l'État fasse son travail. Vous savez que la compétence santé, c'est la compétence de l'État, mais tout ce que peut faire une mairie, je le ferai si demain je suis élu maire de Paris. Premièrement, rebasculer les subventions que je considère clientélistes à des associations politisées sur des associations vraiment utiles. Par exemple, celles qui travaillent sur la recherche sur le cancer. Première chose. Deuxièmement, vous savez qu'il y a un énorme problème de stationnement, notamment pour le personnel médical. Aujourd'hui, vous êtes infirmière, vous ne trouvez pas de place de stationnement. Anne Hidalgo en a supprimé 30 000 pendant son mandat. Ce que je propose, c'est de remettre des places de stationnement partout où ce sera pertinent, évidemment sans effacer des pistes cyclables, etc. Il ne s'agit pas de faire ça, de les remettre partout où ce sera pertinent et de proposer la première heure de stationnement gratuite pour tout le monde. Ça va aider les infirmières libérales à chaque fois qu'elles se rendent quelque part, mais pas seulement. Ça va aussi aider les menuisiers, les plombiers, ceux qui ont des choses à faire à Paris. Et tous les Parisiens vous disent aujourd'hui, c'est devenu impossible de trouver un professionnel, un entrepreneur qui vient chez nous. Exactement, parce qu'ils ne peuvent plus se garer, donc ils ne viennent plus, ils ne veulent plus rentrer dans Paris. Première heure de stationnement gratuite. Pour aider les restaurateurs, on en parlait, de midi à 14h, pareil, le stationnement gratuit. Parce que c'est anormal que des gens qui veulent aller au restaurant à Paris doivent budgéter 36 € juste pour le stationnement, avant même d'avoir pris la première entrée ou leur plat, c'est déjà 36 €. Anormal. Je vais simplifier drastiquement le stationnement à Paris. Ce sera 5 € de l'heure et pour tout le monde, quel que soit le véhicule, quel que soit l'arrondissement. Tout ça, ça crée un manque à gagner pour la ville, vous l'imaginez, à environ 100 millions d'euros, que j'arrive très très largement à financer par un plan de 10 milliards d'économies sur 10 ans. La candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris est bien plus qu'une simple élection municipale. C'est un choix de civilisation. Un choix entre un Paris en déclin, endetté, insécurisé, où les classes moyennes sont chassées par des politiques hostiles à la propriété et à l'ordre, un Paris renaissant, sûr, propre, prospère, où chaque Parisien peut enfin se sentir chez lui. Sarah Knafo incarne cette seconde voie.
Elle propose un projet clair, courageux et réaliste. Bien sûr, elle dérange, bien sûr, elle est attaquée, mais c'est précisément parce qu'elle représente une alternative crédible à l'ordre établi. Alors le débat est ouvert. Pensez-vous que son programme est réalisable ? Croyez-vous qu'elle peut créer la surprise au premier tour et pourquoi pas l'emporter au second ? Et surtout, si vous étiez parisien, lui feriez-vous confiance pour redresser la capitale ? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas, le déclin n'est pas une fatalité, il suffit d'oser le combat.